Alors bonsoir. Bonsoir, on est très heureux d'accueillir, grâce à Jocelyn Landry, d'être à la Bibliothèque de Montmagny ce soir. Moi, je suis éditeur de La Vie agricole, qui est un mensuel spécialisé dans les enjeux politiques, économiques en agriculture. Journal indépendant qui fait face à beaucoup d'enjeux. On essaie d'expliquer ça aux producteurs, on distribue auprès des fermes du Québec. Et il y a quelques temps déjà, maintenant, il y a quelques années, à peu près 2 ans, je pense, j'ai reçu des premiers textes, des chroniques de Roméo Bouchard qui avait repéré un peu ce qu'on faisait, nous, dans le monde agricole, et qui nous envoyait des chroniques qu'on diffusait sur notre site web, qu'on diffusait dans notre journal. Puis tranquillement, on s'est apprivoisé, on est allé le rencontrer à Saint-Germain, et on a aimé le personnage, jusqu'à un point où on lui a dit, à un moment donné, il n'y a pas si longtemps que ça, je pense qu'il y a à peu près 1 an, on lui a dit, écoutez, Roméo, on a fait les mémoires de Jean Garon, qui était aussi chroniqueur chez nous au journal La Vie agricole, parce qu'on avait ce trip-là avec Jean Garon, de dire il faut raconter les 50 ans d'histoire du Québec. On lui a dit il faut faire la même chose. Vous avez créé l'Union paysanne, vous étiez cofondateur avec Maxime Laplante de l'Union paysanne, il faut le dire, et il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé depuis les 40-50 dernières années dans le monde de l'agriculture, et nous expliquer c'est quoi les enjeux de demain. Puis on a vu en Roméo Bouchard un homme très moderne, finalement, malgré son grand âge. Excuse-moi, Roméo. très précurseur, qui avait compris beaucoup de choses de l'écologie et de l'environnement bien avant les autres. Et on lui a dit il faut écrire tout ça là-dedans. Donc on lui a fait écrire un livre qui s'appelle l'UPA, un monopole qui a fait son temps. Et de la même façon qu'avec Jean Garon, on a pris entente avec VLB, qui est une filiale de Québécois. On leur a dit, on peut sortir le livre tout seul, comme on l'a déjà fait dans le passé dans certains livres, mais on peut aussi sortir plus gros et puis marquer un peu plus les médias. C'est ce qu'on a fait. Et Roméo a fait une tournée médiatique à Montréal assez remarquable, un lancement à Québec très remarqué aussi. Le seul petit point faible, je dirais, c'est qu'il a essayé d'engager le débat avec l'UPA grâce à ce livre-là. Et pour l'instant, l'UPA n'a pas trop embarqué dans le débat, mais rien n'est perdu. Alors, bonne soirée avec Roméo, c'est le soir de la Jazette. Merci. Ça vous dérange pas trop si je reste assis? Ça, j'ai les jambes, surtout là, on a commencé à travailler dans le jardin, puis les jambes s'en ressentent. Bien, bonsoir. C'est extrêmement agréable de voir ce groupe-là, le groupe que vous êtes là. Vous avez l'air tous de du bon monde. C'est un sujet controversé et controversable. Tant mieux si on peut en discuter calmement puis avec le plus d'intelligence possible. C'est pas toujours possible. Ça dépend où on est. J'ai effectivement beaucoup apprécié le fait que La Vie agricole m'ait suggéré d'écrire quelque chose, tu sais, dans lequel je pourrais un peu faire le bilan de pas mal d'années, d'une bonne quarantaine d'années que je m'implique sur les dossiers agricoles et sur la transition écologique de l'agriculture. On n'a jamais eu l'occasion de publier un peu le tableau d'ensemble de cette lutte-là. Alors, c'est pour ça La Vie agricole m'ont imposé aucun sujet. Et après réflexion, j'ai décidé d'y aller sur ce que je considère, moi, comme le cœur de la question. Même si c'est un peu aride, c'est-à-dire le monopole syndical. Que la plupart du temps, on esquive en disant, ben là, écoutez, il y a des problèmes priorités bien plus grandes que ça, les agriculteurs s'accommodent bien de ça, c'est pas la peine de faire des histoires avec ça. De toute façon, l'UPA représente tout le monde. Et là, de cet incite, surtout qu'ils ne veulent pas discuter de ça, mais ils ont plutôt décidé de faire une grande campagne de publicité et d'intervention partout pour montrer comment ils s'occupent des petits agriculteurs, des producteurs bio, des artisans, de l'agriculture de proximité, en mettant en valeur des choses qu'ils font effectivement à l'occasion, mais qui demeurent très marginales dans l'action que mène l'UPA et les gros dossiers qu'elle mène. C'est assez
On est tous de la recette, là. Vous avez tous entendu ça, là. Ben, c'est un peu dans l'intérieur de ça. T'sais. On s'occupe des fermiers de famille, on s'occupe de solidarité rurale, sauver solidarité rurale, etc. Fait que j'ai voulu faire un livre que tout le monde peut comprendre, qui est pas compliqué à lire, qui est un peu comme, c'est un peu une histoire aussi, mais quand même aller au fond de la question pour pas qu'on continue à passer par-dessus l'éléphant qui est dans la place. Parce que moi, ça fait 40 ans que je me bats, comme je vous dis. On a fondé l'Union paysanne dans les années 2000. On a fait toute la bataille des porcheries dans les années qui ont précédé. Après ça, il y a eu la commission Pronovo. Il y a eu le rapport de la commission Pronovo en 2008, donc il y a 10 ans. Et on est en 2018 et il y a toujours à peu près rien qui a bougé. Rien qui a bougé. Toutes ces étapes-là qu'on a franchies, y compris le rapport Pronovo, et c'est M. Jean Pronovo qui a écrit la préface de ce livre-là, il s'est sorti des analyses ou des solutions, des recommandations extrêmement sensées et réalisables, mais rien n'a bougé. Et rien n'a bougé, on va dire c'est le gouvernement qui devrait prendre des décisions. Effectivement, le gouvernement n'a pas bougé, et la raison pour laquelle il n'a pas bougé, c'est parce que l'UPA ne veut pas bouger. Ça, c'est la thèse que je défends là-dedans, puis c'est ce que j'ai appris au cours des années avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, et tous les dossiers dans lesquels on a été mêlés, le dossier de l'agence de vente en acériculture, les dossiers des producteurs artisans, les dossiers de la protection du territoire agricole, à tous les niveaux, les dossiers sur l'hygiène, les normes sanitaires pour faire des choses de façon plus artisanale, les abattoirs, sur toute la ligne, il n'y a eu aucune écoute. Et comme le gouvernement ne bouge pas, et il y a une raison, et je pense qu'il faut la voir concrètement, c'est que l'UPA ne bouge pas. Dans les 24 heures qui ont suivi la parution du rapport Pronovo, 24 heures tout au plus, là, même je pense qu'ils n'ont même pas fait 24 heures. L'UPA est sorti en public et a dit « on est contre tout ce qu'il y a dans ce rapport-là ». Parce que d'après nous, ça va à l'encontre de tous les piliers qui constituent le modèle agricole québécois. Et il y a à peu près un mois, dans un article qui a paru dans plusieurs journaux, Marcel Groslot, le président actuel, a dit « Nous sommes, à l'UPA, toujours en désaccord complet sur les grandes recommandations du rapport Pronovo, que ce soit sur le financement, l'ASRA, le financement en agriculture, que ce soit sur la gestion de l'offre et la mise en marché collective, que ce soit sur la CPTAQ, la façon dont est géré le territoire agricole actuellement, que ce soit sur le syndicat unique. Ça, ce sont les 4 piliers, selon l'UPA, ce sont les 4 piliers du modèle agricole québécois. Alors, donc, je m'attaque à ça. C'est pas facile parce que les questions agricoles sont compliquées. C'est une grosse affaire, l'agriculture. C'est un énorme secteur économique qui contrairement à d'autres secteurs comme la foresterie ou les mines, a des tentacules partout. Parce que c'est la nourriture. La nourriture, on doit tous manger 3 fois par jour. Donc, c'est toute l'alimentation, toutes les questions de santé qui vont avec ça. C'est toutes les questions d'aménagement du territoire. Parce que les agriculteurs, même s'ils ne représentent plus un très petit pourcentage de la population, possèdent 95% des terres cultivées et des terres habitées, finalement. Tu sais. Alors,
Donc, les pratiques que les agriculteurs développent sur ce 95 % du territoire ont des impacts sur l'environnement, sur la façon dont les gens, sur le peuplement, sur l'aménagement du territoire, etc. Les cours d'eau, tu sais, par exemple, les régions qui, comme nous, au Kamouraska, ont été en l'espace de 2-3 ans inondées de porcheries, là, 22 porcheries en l'espace de 2-3 ans à la fin des années 90, bien, tous les cours d'eau du Kamouraska, jusqu'au dernier ruisseau, sont en surplus de phosphore, eutrophisé, comme on dit. Alors, ça a l'air des conséquences directes et immédiates, les pratiques qui sont utilisées. Et là, depuis quelque temps, on nous parle beaucoup des pesticides, des antibiotiques. On s'aperçoit que, le Roundup, là, ceux qui ont suivi les reportages sur Monsanto, Monsanto devant ses juges, c'est absolument terrifiant, l'impact, l'omniprésence des pesticides dans notre sang, chez tous les enfants, partout, dans tous les aliments, il y en a actuellement. Et on s'aperçoit que c'est pas anodin. T'sais. Fait que, voilà. Ça, c'est un peu la mise en contexte, si on veut. Je vais rapidement, parce que j'aimerais bien, comme on a un petit groupe fort sympathique, là, qu'on puisse échanger puis approfondir les choses à partir de ce qui vous semble faire problème pour vous. Je vais juste résumer les grands points, puis après ça, on en parlera ensemble. C'est que le monopole syndical, d'abord, moi, je vais dire une chose en partant. Je ne suis pas, dans ce livre-là, ni dans ce qu'on a fait à l'Union paysanne, je ne suis pas contre l'UPA. On ne veut pas détruire l'UPA. L'UPA a le droit d'exister, a fait un travail considérable au cours des années, et l'UPA va demeurer en place longtemps. On est contre l'accréditation unique, c'est-à-dire le fait qu'il y a une loi en 1972 qui a décidé qu'en agriculture, il y aurait un seul syndicat accrédité. Et que l'association qui serait accréditée représenterait tous les agriculteurs, où qu'ils soient au Québec. C'est la seule association qui parle au nom des agriculteurs. Les agriculteurs. Donc, maintenant, l'association qui est accréditée, c'est celle qui a 50% plus 1 des agriculteurs comme membres. Donc, il ne peut pas en avoir 2. Si c'est 50 plus 1, il ne peut pas en avoir 2. Donc, les agriculteurs n'ont pas le choix. Il y en a une qui est accréditée, puis il faut qu'ils se reposent sur cette association-là pour être représentés, qu'ils soient n'importe où et qu'ils cultivent n'importe quoi. Ensuite, on a ajouté que si, par un référendum, la majorité des agriculteurs étaient d'accord, que la cotisation sera obligatoire pour tous les agriculteurs, qu'ils soient membres ou non de l'UPA. Et ça l'a passé, évidemment, parce que comme la majorité, comme je dis toujours, c'est un référendum bidon, parce que comme la majorité de l'association accréditée, comme l'association accréditée a la majorité des membres, c'est évident que tous ces membres-là, quand ils ont voté au référendum, ils ont dit, il faut que tout le monde paye, tu sais, parce que là, on va rendre service à tout le monde alors que tout le monde paye. Alors, ça a créé une situation qui est une véritable camisole de force parce que non seulement les agriculteurs ne peuvent pas choisir entre 2 ou 3 syndicats, celui qui est le plus apte à les représenter étant donné le type d'agriculture qu'ils font, le type de culture qu'ils font, etc. Non seulement ils n'ont pas le choix, mais il n'y a pas de mécanisme qui permet de révoquer cette affaire-là. La loi ne prévoit aucun... Tu sais, dans les syndicats ouvriers, à la fin de chaque convention collective, le syndicat peut décider, nous autres, on n'en veut plus de syndicat. Ou bien, on change de syndicat.
Mais en agriculture, il n'y a aucun mécanisme. On est pogné avec ça, in aeterno. Et la seule chose qui est dit, c'est que, bon, ben, si une autre association pense qu'elle peut avoir 50% plus un des membres, ou que l'UPA n'a plus la représentativité de 50%, ben alors, adressez-vous à la Régie des marchés, ils vont vérifier ça, puis si vraiment vous avez plus c'est vous qui avez le 50, ça sera vous. En d'autres mots, on ne changera pas le fait qu'il n'y a pas de choix, mais on va changer peut-être l'accréditation unique. Ce qui, évidemment, quand on commence une association parallèle, comme on l'a fait avec l'Union paysanne, pas une scène, alors que tous nos membres doivent en plus payer la cotisation à l'UPA, en plus de payer à l'Union paysanne, avant qu'on ait 50% pour plus un, là, les poules vont avoir des dents. T'sais. Alors, en d'autres mots, c'est un attrape-nigo, cette loi-là. C'est vraiment une astuce parce qu'ils se sont assurés qu'ils ne pourraient pas être poursuivis comme étant contre la liberté d'association, parce que le premier article de la loi, c'est que les agriculteurs sont libres de fonder des syndicats puis d'adhérer aux syndicats de leur choix. Bon, donc l'Union paysanne, on a fondé un syndicat, on avait le droit, mais on ne peut pas être accrédité. Quand vient le temps d'être en discussion avec le gouvernement, il y a une seule association qui est accréditée pour représenter. Alors, donc, ils ont tellement bien arrangé ça que tous ceux qui ont essayé de poursuivre cette loi-là, au nom de la Charte des droits, de la liberté d'association, vous en voyez encore régulièrement là, dans le domaine du sirop d'érable, là, qui s'essayent encore à dire, bien là, on veut pas être contraint par l'agence de vente. On veut pouvoir vendre notre sirop à un gars du Nouveau-Brunswick si ça fait mieux notre affaire. Tout ce monde-là perd ses poursuites. Il n'y a aucune poursuite qui a réussi à le faire. Et il y en a un qui a fait, à un moment donné, là, dans les fin des années 80, qui s'appelait Maurice Lapalme, qui a fait, lui, une poursuite en règle. Et là-dessus, sa cause a traîné pendant 12 ans. Et à la fin, le juge de la Cour supérieure a donné raison à l'UPA sur toute la ligne. Et M. Lapalme a été tellement démoli par toute cette affaire-là que 10 jours après le jugement, alors que ses amis, tout ça, avaient essayé de le convaincre, de lui aider pour aller en appel, il s'est pendu dans son étape. Alors, ça, des cas de gens qui ont été brisés par complètement... Puis il y a des choses très dramatiques qui sont passées en acériculture récemment. Si vous lisez La Terre de chez nous, n'importe quoi, vous avez vu passer ça. Des gens qui ont été poursuivis, là, qui ont des 500 000, puis toutes des fortunes à payer. Donc, on ne joue pas, on ne lésine pas avec le monopole syndical. L'UPA y tient, elle est prête à mettre tous les moyens juridiques, financiers qu'il faut, publicitaires, etc., pour assurer qu'on ne touche pas à ça. Et au début de chaque élection, vous voyez chaque parti politique, vous les avez vus, là, si vous êtes attentifs, qui viennent faire leur courbette à l'UPA et dire « on ne touchera pas à votre monopole, on ne touchera pas à votre monopole ». Les libéraux l'ont fait, le PQ aussi. Le PQ a toujours été très, très condescendant envers l'UPA. Legault l'a fait aussi récemment. Il y a seulement Québec solidaire qui s'est engagé à revoir le monopole syndical. Bon, alors ça, c'est le noyau de la loi. Une fois que l'UPA a eu ça, et la raison principale pourquoi l'UPA voulait avoir le monopole syndical, c'était les plans conjoints, la mise en marché collective, où
dans certains secteurs, dans certaines productions, ça prend la forme de la gestion de l'offre. C'est que à partir des années 50 jusqu'à 1972, quand la loi a été votée, on a eu des débats énormes, les agriculteurs, parce que l'agriculture commençait à être commerciale, mais les revenus des agriculteurs baissaient tout le temps et ils n'avaient pas de mécanisme pour essayer de défendre, d'obtenir des prix qui pouvaient couvrir le coût de production. Et parce qu'au départ, l'UPA, il y avait 25 %, pas l'UPA, l'UCC, c'était adhésion libre, et il y avait 25 % des agriculteurs qui en faisaient partie. Les coopératives, c'est la même chose, qui s'occupaient un peu de justement la mise en marché et tout ça. Ça couvrait à peu près 25 % aussi. Donc, quand venait le temps de négocier des prix, ils avaient 25 % du rapport de force. Donc, ce n'était pas suffisant pour réellement gagner vraiment du terrain. Alors, on s'est tourné vers la formule des plans conjoints qui venaient des Anglais, des anglophones. Les plans conjoints, c'est-à-dire, c'est les producteurs d'une production, par exemple les producteurs de lait, qui se réunissent, ou enfin qui s'entendent entre eux, qui disent on va voter en référendum pour savoir si on est d'accord pour avoir un plan conjoint de mise en marché de notre produit. Et à ce moment-là, on va tout vendre, on va être obligé de tout envoyer nos produits au plan conjoint. Il n'y aura plus question là, de chacun courir ses acheteurs à gauche et à droite. Il va y avoir une agence de vente obligatoire, tout va aller là. Comme ça, dans le lait aujourd'hui, on peut dire, dès que le lait sort du pied de la vache, il appartient à la Fédération des producteurs de lait. Il n'appartient plus aux producteurs. Et c'est comme ça, aujourd'hui, dans pratiquement toutes les productions. Donc, c'était un office de producteurs qui gérait les plans conjoints qui s'installaient peu à peu. Mais l'UPA, l'UCC à l'époque, aurait bien voulu prendre le contrôle des plans conjoints. Mais avec 25 % des membres, elle était mal placée pour dire, bien, donnez-nous la gestion du plan conjoint. Là, au lieu de mettre un office de producteurs là, qui est autonome, indépendant, ce serait normal que ce soit le syndicat qui gère ça. Mais pour ça, il leur fallait avoir le monopole. Il fallait qu'il y ait un seul syndicat et qu'il soit, à toute fin pratique, obligatoire. Et c'est pour ça qu'il y a eu une pression pour que cette loi-là passe. Et elle est passée sous Bourassa en 1972. Le ministre de l'Agriculture, c'était Normand Toupin, qui était un dirigeant de l'UPA pendant 20 ans en Abitibi. Et hier, j'ai eu quelque chose que j'aurais bien voulu avoir avant d'écrire le livre. Là. J'ai eu une vidéo d'une demi-heure d'Albert Alain, qui était le président de l'UPA à l'époque de cette loi-là, et où il donne un certain nombre de détails, mais évidemment un peu en protégeant les intérêts de l'UPA, sur ce qui s'est passé quand cette loi-là a été présentée. Comment le gouvernement, l'Assemblée nationale, était très réticente à voter cette loi-là, ne voulait pas donner ce pouvoir-là à l'UPA de contrôler, en plus d'être le seul syndicat, de contrôler la mise en marché collective d'à peu près tous les produits. Vous savez qu'aujourd'hui, la valeur des produits agricoles qui passe par les plans conjoints, c'est de 6,5 milliards. C'est 85 % de toute la production agricole passe à travers les agences de vente de la mise en marché collective, et il y a un prélevé qui est pris là-dessus, qui va entre 5 et 10 % pour tous les services de mise en marché qui sont là, ce qui totalise un montant en quelque part entre 300 millions et 500 millions, donc un demi-milliard. Ça, c'est de l'argent là, dans les mains d'une organisation. Il n'y a aucune corporation privée au Québec qui dispose d'un tel magot financier pour mener toute sa patente, là.
C'est sûr qu'ils donnent des services, puis ça coûte de l'argent, là. Mais il reste que le pouvoir financier, il est là. Et que tu ne tasses pas une organisation comme ça, comme tu veux, tu sais. Et c'est ce qui s'est produit, c'est que le monopole syndical, les premières années, disons les 20 premières années, jusqu'en 90, a eu beaucoup de bons effets. Il a permis vraiment aux agriculteurs de s'organiser dans la mise en marché pour obtenir les meilleurs prix et obtenir des protections, l'assurance de sécurité du revenu agricole, des choses comme ça. Mais plus on avançait dans les années, plus ça devenait un pouvoir tentaculaire sur tout le secteur agricole, sur le gouvernement, les politiques agricoles et sur tout le monde rural. Parce qu'avec le temps, par exemple, quand on a fait la loi sur la protection du territoire agricole, dans la loi, on a précisé que toute demande à la Commission de protection du territoire agricole devait recevoir l'avis de l'UPA dans chaque paroisse là, où il se fait des demandes. La demande passe au conseil municipal et il faut que le gars qui fait la demande ait l'avis de l'UPA. Et dans les demandes collectives, maintenant, là, que les municipalités font, pour, par exemple, dézoner un secteur qui est déstructuré, comme on dit, au point de vue agricole, pouvoir peut-être alléger, permettre un certain nombre de constructions, l'UPA a un droit de veto. Et ce droit-là est souvent un droit de veto à travers toutes sortes, que ce soit des interventions au niveau de la protection du territoire agricole, que ce soit au niveau de règlements sur l'environnement, de règlements des MRC, par exemple, quand il est venu le temps de faire des règlements sur les porcheries dans les MRC et les municipalités, évidemment, tout était complètement noyauté par l'UPA. L'UPA est partout parce qu'elle est dans tous les secteurs de production, elle est dans l'ensemble des productions, elle a des fédérations régionale, donc elle est aussi elle a une structure régionale, il y a une culture à l'UPA qui fait que, moi c'est une chose qui m'a toujours renversé là, quand je voyageais pour l'Union paysanne. On a beau être dans une paroisse, dans le fin fond là, de l'arrière-pays, le dernier petit cultivateur dans le bout du rang, il va vous répéter mot à mot ce que le président de l'UPA dit. C'est une véritable... C'est une foi, là. C'est la foi. C'est un credo qui est... alors, on ne peut pas exagérer, selon moi, le pouvoir qu'exerce l'UPA. Et c'est ça qui explique, parce que les gens me disent souvent, ben oui, mais c'est les gouvernements qui ne prennent pas leurs responsabilités. Là, maintenant, on a une agriculture qui devrait bouger, évoluer vers une agriculture plus écologique. On devrait faire de la place à tous ces jeunes-là qui veulent faire des fermes plus petites, qui vont vendre à la communauté alentour et tout ça. Et tout ce monde-là a de la misère parce qu'il y a des quotas, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a des règlements sanitaires, il y a ci, il y a ça, il y a le zonage agricole. Tu sais, mais... le gouvernement devrait agir, tu sais. Pourquoi il n'agit pas? Parce que le lobby de l'UPA est tout puissant. L'UPA, quand à un moment donné, vous vous rappelez peut-être la fameuse manif qu'il y avait eu, où ils avaient débarqué des cochons sur l'autoroute 20. Là. Non, plus que c'est au début des années 90, à mon avis. Je me souviens, moi, j'étais au secondaire à Roméo, puis en revenant du secondaire, donc, en sortant des 75, il y avait, en arrivant à Saint-François, il y avait des tracteurs sur l'autoroute 20. Il y avait pendu au-dessus du viaduc des bêtes. Je me souviens de ça. Ah oui! Je sais pas, mais en tout cas, ça, à un moment donné, là, on l'a su par après, l'UPA avait engagé la firme nationale, qui est la plus grosse firme de communication. Ils l'ont payé, je ne sais pas comment, une dizaine de milliers de dollars. Ils ont dit, là, ça prend un geste spectaculaire pour bloquer l'affaire. Tu sais.
Alors, il n'y a rien à leur épreuve dans ce sens-là. Fait que, je termine en disant que ce qui aggrave la question, ce qui rend particulièrement dramatique cette camisole de force-là dans laquelle on est pogné, là, qui fait qu'on est rendu 10 puis 15 ans en retard sur l'Europe, par exemple, au point de vue transition écologique de l'agriculture, c'est qu'à partir du début des années 90, l'UPA a fait un choix très clair pour le modèle agricole productiviste. Toujours plus gros, toujours plus cher, toujours plus énorme, toujours plus spécialisé, toujours plus monoculture, mono-élevage, etc. Jusqu'en 85, le règne de 76 à 85, là, par exemple, donc en 76, on n'est pas loin après la loi de 72. C'était Garon qui a embarqué, et Garon a donné comme objectif à l'agriculture l'autosuffisance alimentaire du Québec. Priorité, nourrir les Québécois. Après, nourrir le monde, le Japon, les Chinois, on verra. Et ça a été un succès énorme. Il a débloqué le développement de tous les équipements, par exemple, de meunerie, de tout ça, pour que les gars n'achètent pas leurs grains ou leurs grains de nourriture pour les animaux ou leurs grains de semences à l'extérieur. On les produit au Québec. Il a vraiment construit les outils d'une autosuffisance alimentaire. Très, 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 avec beaucoup de succès. C'est pour ça qu'il a été si aimé, Jean Garon. Mais quand on est arrivé vers 85, lui, il est parti, on avait 80% de taux d'autosuffisance au Québec. Savez-vous où on est rendu maintenant? 30%. En l'espace de 30 ans, on est passé de 80% à 30%. Mais qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'au début des années 90, ça a commencé le trip du libre-échange, des ententes de libre-échange. L'ALENA, c'est en 93. Il y a eu une première entente du GAP là, au début de 90. Et Jacques Proulx, qui était président de l'Union des producteurs agricoles à l'époque, n'était pas d'accord avec ça. T'sais. Mais bon, il était poussé par le gouvernement, il était poussé de partout, de sorte qu'il n'a pas vraiment pu bloquer ça. Et d'ailleurs, il a commandé les États généraux du monde rural en 91, précisément pour faire ce débat-là. Et comme les États généraux ont opté plutôt pour maintenir la ferme familiale, maintenir l'agriculture territoriale ici, il a quitté l'UPA et il a fondé Solidarité rurale. Et celui qui l'a remplacé, c'était Laurent Pellerin, qui était un producteur de porc, donc un mono-élevage hors sol, en concentration animale. Et Laurent Pellerin, il n'y a eu aucune hésitation. Je relisais des textes aujourd'hui. Là. Ils ont dit carrément, on change de cap. On abandonne l'autosuffisance alimentaire et on s'en va vers la conquête des marchés. Et voici qu'est-ce que c'est la conquête des marchés. Bon, ça veut dire on travaille en fonction des marchés. Pas en fonction de contribuer à la société québécoise, à la santé publique et tout. En fonction des marchés. Donc, il faut produire plus, il faut que ça soit le plus rentable possible. Donc, il faut grossir, il faut l'intégration, il faut toute la machine productiviste se mettre dans l'agriculture. Et c'est ce qui s'est passé. Et le fer de lance de cette affaire-là, ça a été l'industrie porcine. Parce que l'industrie porcine n'avait pas de quota, donc on pouvait en faire sans limite. Et on avait des marchés à l'extérieur. La génétique porcine avait été bien développée au Québec. C'était
le levier majeur pour ça. Et donc, en l'espace de quelques années, on a doublé, triplé la production porcine. On est monté jusqu'à 9 millions de porcs. On est encore à 6-7 millions, là, tu sais. Et on s'est maintenu depuis les années 96-97 à peu près à 60-70% de la production porcine qui est exportée. Donc, moi, je dis aux gens souvent, les champs de maïs là, que vous voyez le long de l'autoroute 20, là, en approchant de Saint-Hyacinthe partout, là, c'est pas pour nourrir le monde, ça. C'est pour nourrir les cochons qu'on envoie au Japon, puis en Chine, puis en Russie, puis etc. Et donc, ça a amené un énorme développement des monocultures de maïs, qui sont les cultures à peu près les plus dévastatrices qu'il peut y avoir, qui utilisent les pesticides les plus dommageables, qui sont presque tous OGM maintenant. Et bon, c'est la même chose pour tout peu. Après, en plus, c'est de l'intégration. C'est-à-dire que vous avez une grosse compagnie de meuneries, Schörgen, ou bien la Coop fédérée, qui dit à l'agriculteur, bien, bâtis la porcherie, puis assure l'entretien des cochons. Moi, je te fournis les cochons, je te fournis les matériaux pour construire, je te fournis le cahier de gestion, puis j'achète tes cochons. Et j'ai des abattoirs à moi, je les abats, je les vends, je fais la mise en marché. En d'autres mots, l'intégrateur, comme Breton, comme Ménard, comme la Coop fédérée, comme Côté Paquette, etc. Côté Paquette, quand on a fait le film Bacon, là, il était rendu qu'il produisait chaque année pratiquement 1 million de porcs. Et comme l'assurance agricole est faite selon les volumes de production, quand venait le temps de ramasser l'assurance agricole à la fin de l'année, où on disait, bon, ben, cette année, les cochons se sont vendus 40$ en bas du coût de production. Alors, M. Côté-Paquette, il recevait 1 million de fois 40$. Et donc, le petit agriculteur qui avait bâti la porcherie, puis qui était en train de se rendre malade dans les porcheries, parce que chez nous, c'est ce qui est arrivé. Un des deux qui a fait la porcherie s'est abîmé complètement les poumons, etc. Ces gars-là qui devaient supporter les mortalités qui survenaient, les maladies, etc., ils n'avaient pas une scène de ça. Et c'est encore comme ça. Sauf qu'aujourd'hui, le plus gros intégrateur au Québec, c'est la Coop fédérée, qui est censée être une coopérative pour aider les petits producteurs. Et actuellement, la Coop fédérée, comme AgroPure, tout ça, achète des usines à travers le monde entier, pendant que l'agriculture, surtout dans les régions, les gars crèvent. Alors, c'est ça que ça donne le modèle. Le modèle qu'on a adopté dans les années 90, et c'est quand l'UPA dit on veut maintenir le modèle québécois maintenant, c'est ça. Mais on met là-dessus des mots comme la ferme familiale. Parce que la vacherie de 1400 vaches qui se construit actuellement à Warwick, ceux qui sont à la tête, c'est une famille. Sauf que, évidemment, ça reste que c'est une super business. Et donc, c'est plus une ferme familiale, c'est plus une ferme de proximité, c'est plus une ferme qui a des rapports directs avec son milieu, c'est une ferme qui étudie la bourse tous les jours, savoir comment ils peuvent avoir du grain moins cher, savoir où envoyer le... Puis là, de toute façon, dans le lait actuellement, la gangrène est là partout. Là, les protéines laitières rentrent. C'est pire que chemin Roxane. Et puis, c'est attaqué de partout. Moi-même,
j'en suis rendu à penser là, que ces fermes de 1000 vaches là, qu'on favorise en ce moment, là, il y en a déjà une qui existe, mais là, il va y en avoir une plus grosse, 1400. C'est un peu comme dans les autres productions. Je pense qu'il y en a là, qui se préparent à la fin de la gestion de l'offre. Quand ça va être la compétition sauvage, là, ben, seulement les gros comme ça vont être en mesure de compétitionner avec le lait d'Australie, de Nouvelle-Zélande ou le lait des Américains. T'sais. Mais entre-temps, on va avoir détruit complètement l'agriculture, surtout dans les régions périphériques. T'sais. Fait que là, l'UPA, c'est aussi ça. S'attaquer, tu sais, le pouvoir de l'UPA actuellement est complètement au service de ce modèle d'agriculture-là. Évidemment, plus le monde critique, et là, même M. Alain, dans sa... Je ne sais pas si Yann, tu as eu le temps de l'écouter, mais même à la fin de son affaire, il dit, bon, il y en a, là, il dit actuellement, qui veulent critiquer le monopole syndical. Il a eu le temps, il était au courant déjà là, qu'il y a tout du brasse camarade là-dessus actuellement. T'sais. Mais il barre par-dessus tout, comme je vous disais au début, qui sont aussi au service des petits agriculteurs. Sauf que la machine ne l'est pas. Alors, voilà un peu le tableau que je reste là-dedans. Et toujours pour dire, bien, tant qu'on ne s'attaquera pas à ce monopole-là, on ne gagnera pas un pouce. Puis tant qu'on, non seulement s'attaquer, parce que ça fait plusieurs années qu'on s'y attaque, mais bon, moi, les gens qui m'ont interviewé là, sur ce livre-là, Paul Arcan, plusieurs autres, ils me disent, mais là, ça fait longtemps que vous vous battez là-dessus, là. Si ça ne marche pas cette fois-ci, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous suicider, quoi? J'ai dit, je ne me suiciderai pas parce que je suis tough, mais seulement, c'est un fait que c'est assez décourageant. Et qu'on ne sait plus par quel côté attaquer les choses. Bon, on va ouvrir... Qu'est-ce que ça prend pour changer ça, ce milieu-là, M. Bouchard? Oui, enfin, après, ça sera... Non, ben disons, je vais y aller. Qu'est-ce que ça prend, là, actuellement? Moi, je ne vois pas d'autre chose que la pression du public sur les politiciens. L'UPA, ils ne bougeront pas. Puis ils le font, là, ce livre-là, là, et ils font le silence. Ils refusent d'en discuter. Puis ils savent qu'ils sont tellement forts que ça ne les dérangera pas, puis ça va finir par s'étouffer. Donc, c'est au niveau des politiciens, puis surtout en campagne électorale, là, comme actuellement, c'est sur les politiciens, d'une certaine façon, qu'il faudrait pousser, faire porter la pression. Mais ça, tu sais, des organisations, l'Union paysanne, des choses comme ça, les groupes bio et tout ça, ils essaient de faire des pressions. Quoique les jeunes, ils croient tellement plus à la politique qu'ils disent « Ah, c'est du temps perdu. » Ils disent « On va leur montrer qu'on peut faire autre chose. » Sauf qu'entre-temps, tout l'argent et toutes les politiques demeurent au service de l'autre modèle. Tu sais. De sorte que c'est très difficile de bâtir cette pression-là. Puis c'est un problème compliqué, comme je vous disais. Tu sais, vous le voyez, là, rien que par l'explication que je viens d'en donner. Pour les gens, c'est pas clair, ces affaires-là. Puis c'est pas clair que ça les concerne, puis que ça les touche de si près que ça. Puis, alors, les politiciens, s'ils ne bougent pas, s'ils ne prennent pas le risque de s'affronter à l'UPA, ça va rester comme ça jusqu'à temps que ça s'écroule. Parce que ce modèle-là de productivisme, au bout, c'est un modèle qui ne vivra pas éternellement. Là. C'est un modèle qui est pourri, puis c'est un modèle qui s'en va vers un mur, que ce soit à cause de la pollution qu'il crée, à cause des pesticides, à cause des OGM, à cause de la destruction des sols que ça implique, de la destruction de l'énorme consommation d'eau potable, d'affaires comme ça. Tous les analystes qui analysent la crise écologique le disent,
10, 15 ans maximum, et tout ça va s'effondrer sur un mur. Tu sais, on scie la branche sur laquelle on est assis. Tu sais, déjà, il y a 15 ans, il y avait des statistiques comme quoi, dans la région de Saint-Hyacinthe, 85% de l'humus, qui est la partie fertile de la terre, était disparu. Parce que des immenses terres là, labourées comme on en voit actuellement, là, pas de protection, pas de brise-vent, rien. Là, toute la terre, la bonne terre, elle s'envole. Puis elle s'en va dans un cours d'eau par l'eau. Fait que rien que ça, là, le sol il est tellement mort actuellement là, dans ces grands champs de maïs-là qu'il y a une étude qui est sortie l'année passée. On a beau mettre davantage d'engrais chimiques, mettre davantage de pesticides, les rendements diminuent. Donc, c'est un système qui s'en va sur un mur. C'est clair. La transition écologique en agriculture, c'est aussi grave que tout le problème des GES et du climat. Donc, si on ne réussit pas à gagner de quelque chose pendant que c'est encore le temps, on va payer pour tout le monde parce qu'à un moment donné, ça va être catastrophique. Une autre question, Oui. Je voulais parler de ton nouvel ami, Maxime Bernier. Est-ce que tu partages des points de vue au niveau de la gestion de l'offre? Là, non, ben, disons que c'est clair que c'est pas mon meilleur ami, intellectuellement non plus. Là. Mais bon, c'est sûr qu'il a profité, là, au point de vue politique, d'une situation, d'un dossier dans lequel, sur certains points, je suis d'accord avec lui. Là, tu sais. Mais personnellement, à l'Union paysanne, et encore maintenant, j'ai toujours soutenu que la gestion de l'offre est une protection intéressante, importante, contre le dumping des produits alimentaires étrangers. Donc, si on veut augmenter l'autosuffisance alimentaire, il faut, quelque part, surtout aujourd'hui où toutes les multinationales ont les portes ouvertes, là, trouver moyen de contrer l'entrée d'aliments étrangers. Sauf ceux qu'on ne peut pas produire. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'échange, mais seulement, tu sais, ça veut dire qu'il faut contrer ça, puis il faut arrêter de miser sur l'exportation, tu sais, pour développer l'agriculture. Dans la nouvelle politique agricole, ils nous disent 2 objectifs majeurs. On veut doubler les produits locaux dans les magasins, nourrir le Québec, et on veut doubler les exportations. Bien là, branchez-vous, là. On va faire les deux, là. Actuellement, c'est clair que tous les œufs sont dans l'exportation. Fait que là, si vous voulez que ça se transfère du côté de nourrir le Québec, bien là, il faut changer des affaires, là. Parce que là, il y a des producteurs qui produisent pour leur milieu, il n'y en a presque plus. Puis ceux qui essayent de le faire, ils se font blaster. Fait que là, c'est de la merde, ça, cette affaire-là, là, cet énoncé-là d'objectif de la politique agricole. Ça ne tient pas de bout, tu sais. Et les journaux ont tout repris ça. Bon, doubler le bio, c'est 2 % le bio. Doubler, ça va faire 4 % Sur 300 millions qui veulent investir chaque année, il y a 7 millions pour 5 ans pour le bio. T'sais. Ça, c'est la vérité, là. Derrière la chanson qu'ils nous chantent. Fait que, moi, la gestion de l'offre, je suis pour, sauf que la façon dont elle est gérée actuellement, avec le temps, au début, ça pouvait fonctionner, mais là, avec toutes ces méthodes, ces outils-là qu'a l'agriculture productiviste, ça a des effets pervers. Les quotas, au lieu de les distribuer en fonction des objectifs qu'on voulait, on a décidé que ça serait au plus fort la poche. On a fait une bourse des quotas. Alors, qu'est-ce qui arrive? Une vache, c'est 26 000 $. Une poule pondeuse, c'est 280 $. Le permis. Fait que, qui c'est qui est capable d'en acheter? Le jeune qui veut aller en agriculture, qui veut en acheter des quotas,
Il n'est pas capable. Qui c'est qui en achète? Ceux qui en ont déjà. Donc, ça contribue à concentrer encore plus la production entre les mains de quelques-uns. Dans le poulet puis dans les poules, c'est énorme. Là, il y a au plus une centaine de producteurs au Québec. T'sais. Alors, c'est un marché fermé, là, une gestion de l'offre. Ça, c'est une des affaires. Ensuite, il n'y a pas de... Tu sais, c'est géré... C'est pas géré par l'ensemble des producteurs, là, ça, au bout du compte. C'est le syndicat de l'UPA qui gère le plan conjoint et il y a juste le syndicat qui a le contrôle. Les autres intervenants ne l'ont pas. Moi, je disais souvent, je me souviens la première fois où j'ai été assis à la même table que Laurent Pellerin, je disais à M. Pellerin, j'ai hâte d'être assis à côté de vous à la réunion du plan conjoint de telle ou telle production. Ça va faire au moins une autre voix, tu sais, un autre son de cloche. Mais ça n'arrive pas. Ça n'a pas l'air d'être parti pour arriver encore. Fait qu'à la table où on décide de tout ce qui est la vente, la mise en marché des produits, ce qui est le nerf de la guerre, là, il n'y a que l'UPA. Parce que si eux autres étaient conscients, ils comprendraient, quand tu parles de toute la région ici, puis la région, moi je viens de la région de Matane, puis là-bas pareil, il y a plusieurs grosses fermes qui sont déjà fermées, comme discontinuées à cause de la possibilité de relève qui coûtait trop cher à... C'est ça. Mais moi, c'est ça, quand je fais du sondage auprès d'eux autres, les autres, ils ont peur qu'il y ait un deuxième syndicat, tu sais. Non, mais la propagande de l'UPA est très forte là-dessus. Tu sais, les agriculteurs ont tous gobé cette affaire-là, puis ils mélangent tout souvent. Tu sais, moi, je vous l'ai dit au début, je crois qu'il faut qu'il y ait un syndicalisme fort en agriculture, parce que les agriculteurs sont dispersés partout, sont des producteurs autonomes, donc ils sont très vulnérables, surtout à l'agression des marchés actuellement, des multinationales et tout ça. Tu sais. Donc, il faut qu'il y ait un syndicalisme fort. Mais ça ne veut pas dire un seul syndicat. Parce qu'il y a tellement des types d'agriculture différents que, tu sais, c'est clair que les gens d'un certain type d'agriculture vont être mieux représentés par des gens de leur secteur, tu sais. Et qui vont pouvoir avoir une défense plus adéquate. Et comme ça, tout le monde va être défendu. Actuellement, la différence, tu sais, il n'y a pas de milieu là, entre le gars qui va avoir la ferme de 1400 vaches puis le petit jardinier maraîcher ou éleveur de moutons qui essaye de vendre ses moutons dans un restaurant. C'est la même crise d'affaires, tu sais. Fait que ça, tu sais, l'idée, elle n'est pas... Puis les propositions qui ont été faites là-dessus pour remplacer le monopole par l'Union paysanne, comme par le rapport Pronovo, c'est pas de mettre le syndicalisme libre. C'est que tous les agriculteurs doivent adhérer à un syndicat et cotiser au syndicat qu'ils choisissent. Donc, la syndicalisation demeure obligatoire, comme dans la construction. Maintenant, il y a plusieurs syndicats. Vous pouvez choisir le vôtre. Et là, les critères, comment faire ce choix-là, le rapport Pronovo l'a expliqué de façon très simple, puis c'est tout à fait opérationnel. T'sais. Alors, donc, on ne détruit pas la force du syndicalisme en agriculture et la nécessité du syndicalisme en agriculture. C'est une question, au contraire, de l'améliorer en le rendant plus proche des différents domaines agricoles et des différents... Tu sais, l'agriculture en région, actuellement, c'est pas pareil comme à Saint-Hyacinthe, là, ou en Montérégie, là. Dans les régions, là, ce modèle-là là, d'exportation, là,
ça nous tue, là. C'est en train de nous vider complètement, là. Oui. Depuis le changement de direction dont vous avez parlé au sein de l'UPA, à partir des années 90, c'est ouvert sur le libre-échange. Est-ce que vous avez l'impression que l'UPA subit la mondialisation ou qu'elle embrasse la mondialisation? C'est un peu une question. Est-ce qu'ils sont c'est pas pris à la gorge avec les enjeux que vous dénoncez, ou est-ce qu'ils les accueillent, ou ils sont aveuglés, ou avec de la mauvaise foi? Est-ce que, c'est ça, je sais pas si j'essaie de comprendre. Ouais, c'est-à-dire que c'est au moment où ça s'est passé dans les années 93, 94, je dirais, pour reprendre tes termes, ils l'ont embrassé. Okay. Ils l'ont embrassé de cœur, tu sais. Parce que, tu sais, tout le monde tripait là-dessus à ce moment-là, même nos gouvernements. Tu sais, le libre-échange, le PQ était pour le libre-échange. Ça allait être l'Eldorado, tu sais. Puis on était bien placés pour ça. Puis, écoutez, notre agriculture nordique, là, bien placée pour compétitionner le sud des États-Unis et tout ça, là, c'était pas très pointu comme raisonnement, mais en tout cas. Mais plus on avance là-dedans, plus l'UPA, évidemment, est coincé aussi là-dedans. Et tout le débat sur la gestion de l'offre, c'est ça actuellement. Disons que là, ils embrassent moins, là. Ils embrassent quand ça fait leur affaire, tu sais. Quand une entente de libre-échange leur permet d'exporter plus de cochons, d'exporter plus de bœuf, plus de sirop d'érable, on est beau. Quand ça risque d'enlever les quotas de lait, ben là, on est contre. T'sais. En d'autres mots, la position de l'UPA, c'est une position d'affaires. On est en affaires, nous autres, on fait de la grosse business, et les marchés, c'est vital pour nous autres. Alors, on défend notre peau. Quand ça fait notre affaire, on est pour, on pèse ces gouvernements pour qu'ils acceptent, mais on pèse ces gouvernements pour pas qu'ils lâchent la gestion de l'offre, pour le lait. Tu sais, c'est pas une question... la position de l'UPA dans le libre-échange maintenant, puis le modèle productiviste, c'est une position d'affaires, c'est pas une position politique. C'est pas le bien commun qu'ils recherchent, c'est juste une position. C'est leur intérêt comme grosse entreprise. Tu sais? La gestion de là, parce que vous pensez que ça va être laissé sur la table avec les négociations avec Trump et... Oh, ben là, si quelqu'un est capable de prédire de quoi avec Trump... Là... Non, mais selon vous, est-ce que le gouvernement libéral, fédéral, il tient la gestion de l'offre ou vous pensez que ça peut servir de monnaie d'échange? Le fédéral, il ne tient pas fort. Il tient pas fort. Au Québec, évidemment, l'UPA est en arrière de l'essor, puis il tord les oreilles. Dit que tu es contre, parce que dit que tu lâcheras pas, mais tu sais, la force de l'essor dans les négociations, la force des provinces du Québec dans les négociations d'entente libre-échange est à peu près nulle. Tu sais. Alors, moi, je pense que c'est clair que la gestion de l'offre, elle est minée de partout actuellement. Et à moins d'un revirement, elle va sûrement, sinon tomber, du moins devoir se modifier profondément. Déjà, dans le lait, surtout au moment où on a découvert toutes les fuites là, de protéines aux frontières, on parlait dans le livre que la Vie agricole a publié là-dessus, on parlait qu'on était rendu à 15% des produits laitiers qui échappaient à la gestion de l'offre. Par la gestion de l'offre, ça veut dire que on ferme les frontières pour pas qu'ils rentrent de produits, puis on produit de l'intérieur uniquement ce qu'il faut pour satisfaire la demande intérieure. Alors, dès qu'il y a des failles dans la frontière, là, ça fuck tout le système, parce que ça fait de la concurrence, ça vient débalancer toute la négociation des prix à l'interne. Et 15 %, là, ça commence à être une faille qui risque d'emporter le morceau, tu sais. Alors, c'est pareil dans d'autres secteurs. Et comme le raisonnement de l'UPA est même derrière leur discours de grands bienfaiteurs de l'humanité, là,
est un discours d'affaires, est un raisonnement d'affaires, à un moment donné, comme je vous disais, là, avec tous les gros, des fermes de plus en plus grosses qu'il y a. On va écouter les érablières, là, il y en a un là, qui est en train de se partir, une érablière, qui va aboutir à 1 million d'hectares. Là, c'est le délire. On va vendre du sirop à tous les Chinois, à tout le monde, etc. On va détruire la ressource, détruire les érablières, les arbres. Mais là, c'est pas grave. Pour le moment, on fait de l'argent avec ça. Tu sais. Ouais? Ben, c'est votre première visite à Montmagny, puis quand vous irez ailleurs, puis que vous parlerez de votre passage dans le coin, nous autres ici, on a vécu de façon millénaire avec les grandes oies des neiges. Puis il y a une étude en biologie qui dit qu'il y a une corrélation entre l'abondance de production porcine, de production de maïs, qui fait que la population a doublé dans les dernières années. Puis c'est intimement lié à l'augmentation du cochon, qu'il y a une augmentation de grandes oies des neiges, donc une perte d'habitat dans la côte canadienne. Donc ça a des conséquences loin au-dessus de nous. Oui, oui. Ben, disons que je ne dirais pas que c'est la cause principale. Moi, je me suis intéressé beaucoup à la question des oies parce que j'ai été 20 ans sur une ferme au bord du fleuve. Là, puis au moment où les cultivateurs ont commencé à faire la guerre aux oies, là, moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Et, et à un moment donné, tous les cultivateurs alentour les chassaient, de sorte qu'ils se ramassaient tous chez nous parce qu'ils ne sont pas folles du tout. Hein. Et puis, j'ai testé des affaires et moi, personnellement, ma conclusion, sauf pour les blés de printemps, là, je n'ai jamais été capable d'arriver à la conclusion qu'ils faisaient des dommages. Mais bon, on a fait la guerre. C'est évident que le maïs, ça semble avoir joué un rôle important, mais pas juste le nôtre ici, parce que c'est quand ils vont aux États-Unis durant l'hiver, c'est beaucoup ça ils se sont habitués au maïs, beaucoup aux États-Unis, dans les champs qu'il y avait là, parce que là, c'est des régions où il y a aussi beaucoup d'industrie porcine, bien pire qu'ici. Et ici aussi, bon, ben, c'est sûr que plus ils sont nombreuses, plus la végétation marine ne leur suffit pas, donc ils viennent. Puis ils sont très habiles à trouver ce qui fait leur affaire. Ils sont folles, là, complètement folles là-dessus. Mais bon, oui, ça a des conséquences sur tout. Mais c'est aussi la protection qu'on a fait des oies, tu sais, qui fait que le troupeau est devenu énorme, de sorte qu'aujourd'hui, on en détruit dans les nids dans le nord. On permet la chasse même au printemps, etc. Tu sais. Mais c'est évident que tout le changement de culture, puis d'organisation des cultures, des pratiques agricoles, comme je vous disais au début, a un impact sur tout le territoire. Tu sais. Mais ça, là, les consommateurs, actuellement, les mobiliser là-dessus pour dire, là, c'est bien une valeur, ton ruisseau en arrière de chez vous, là, si tu veux que ça arrête, il faut que tu te battes contre l'UPA. Ben là, c'est quoi le rapport? Il n'y a pas rap. Je sais pas, là, moi, je suis pas bon pour gérer les... Ah! Ouais, la question. Pangea. C'est sûr que c'est pas un modèle souhaitable, à mon avis, là, théoriquement parlant. C'est un modèle hybride entre les agriculteurs puis une compagnie. Puis rien nous assure qu'ils n'ont pas des arrières-idées. Puis déjà, voyez-vous, il y en a un cas là, tout près de chez moi. Là. Bon, la ferme a été achetée par Pangea au cours de l'hiver. Et déjà, ce printemps, toute la terre était en soya. Pourtant, le soya, chez nous, là, ça fait juste 1 an ou 2 là, qui a pointé le nez. Là. Personne ne faisait de soya avant. Mais évidemment, ce genre d'entreprise-là, qui mise sur des marchés qui ont de l'avenir, vont orienter les productions vers des monocultures qui s'exportent bien. Donc, la luzerne pour les Chinois, actuellement, les Chinois courent après la luzerne. Je ne sais pas c'est qui mange ça chez eux, là, mais en tout cas. Bon, faire des champs de luzerne puis envoyer ça direct en Chine. Bon, alors, c'est Pangea, partout où ils sont, ils orientent leurs fermes
avec les agriculteurs qui sont partenaires, vers des productions qui n'ont peut-être, la plupart du temps, rien à faire avec le territoire où ils sont, avec la région où ils sont, avec les communautés où ils sont. Et ça, c'est prouvé que plus tu fais des grosses entreprises, plus tu fais des monocultures, moins ça rapporte à la région où c'est fait. Quand on a fait la lutte contre l'industrie porcine, on a beaucoup élaboré ce point-là. Plus l'entreprise est grosse ou spécialisée, plus elle va s'alimenter, s'approvisionner à l'extérieur pour avoir des coûts plus bas, plus elle va vendre ses affaires à l'extérieur. Donc, finalement, il ne reste que la merde dans la région. Et Roméo, le lait, qui était transformé au lac Saint-Jean. C'est ça. Là, qui s'en va à Grande-Bay, fait que le lait se promène. Fait que c'est évident que tous ces systèmes-là, plus intégrés, finissent toujours par desservir le territoire. Oui? J'imagine que parmi tous ces agriculteurs-là, il y en a qui sont conscients de tout le dommage que les produits qu'ils utilisent, de fertilisants et d'insecticides, nuisent à l'environnement. Je présume et j'espère. Et ça fait un lien finalement pour moi avec les entreprises comme Monsanto, comme Dupont. Est-ce qu'il y a des liens, il y a des... je vous entends depuis tantôt, c'est tellement démoralisant, là, je me dis, mon Dieu, il y a quelqu'un qui, à quelque part, ils ont tellement de pouvoir, et est-ce que ces compagnies-là, eux autres qui ont tellement de clients avec l'UPA au Québec, d'abord, est-ce qu'eux ont vraiment un lobby aussi puissant pour pouvoir provoquer tout ça? J'ai l'impression qu'il y a comme une piqûre qui est arrivée là, d'une espèce d'insecte à quelque part, puis que ça a fait tout débouler ça, puis qu'il y a quelqu'un qui veut profiter de tout le monde là-dedans, puis que même l'UPA a l'air pris à la gorge et que les gouvernements, puis je trouve que ça, je vous entends, puis c'est comme, ça touche plusieurs ministères. Le ministère de la Santé, on n'entend pas tellement là-dessus. Non, il n'en parle pas. L'environnement, on l'entend un peu parce qu'il faut qu'il réponde un petit peu des fois à monsieur, le directeur de nom d'échappe, mais ça touche énormément de ministères et l'UPA a des liens, je présume, je ne sais pas si je suis paranoïe, mais avec ces compagnies-là, avec le gouvernement, tout ce beau monde-là s'entend très bien. Les petits agriculteurs qui tentent de faire des choses différentes, bio, restent tellement marginales, ont très peu d'aide. Mais la population, j'aurais espéré qu'on soit 200 personnes ce soir ici. Non, mais c'est un beau moi, je suis très content. C'est ça. Est-ce que l'UPA, c'est-à-dire que... Est-ce que l'UPA a des liens quelconques avec ces producteurs-là Monsanto, tout ça. Pas nécessairement directement. Elle n'a pas besoin d'en avoir. C'est-à-dire, elle sait que tous ses membres, tous ces agriculteurs en ont besoin aujourd'hui, fonctionnent avec ça, puis qu'enlève leur ça du jour au lendemain, ça va être un désastre, tu sais. Moi, j'ai vu des champs où on a arrêté de mettre de l'engrais chimique et de mettre des produits, et au bout de 2 ans, ils ne poussaient que des chardons et des affaires qui résistent à des taux d'acidité très forts. C'est effrayant, là. Et on a détruit les sols. Alors, si on leur coupe le sérum, c'est comme des malades qui sont plus capables de se nourrir eux-mêmes. On leur met un sérum dans le bras. Bien, actuellement, les sols sont tous au sérum, tu sais. Alors, si tu enlèves, tu déplugues, tu vas avoir une catastrophe, tu sais. Et ça, c'est toute une culture qui s'est bâtie progressivement. Les compagnies, bien sûr, ont de l'argent pour vendre le produit, les vanter, montrer comment c'est miraculeux, tu sais. Écoute, moi, les cultivateurs à Saint-Germain, il m'est arrivé d'aller les voir en les voyant rentrer, d'avoir été répandre du Roundup dans un champ.
dans un tracteur, pas de cabine, pas d'habit, rien. Ils rentraient pour dîner avec là, les enfants qui montaient sur eux autres. J'ai dit, te rends-tu compte esti, de ce que tu fais? Tu sais? Non, il dit, le Roundup, il dit, c'est pas dangereux. Ils nous le disent, on peut en boire, tu sais, on pourrait en boire. Fait qu'il y a eu toute une propagande pour rassurer les agriculteurs, leur montrer, lisez les annonces, non seulement dans la terre de chez nous, parce que c'est les mêmes que dans la vie agricole, malheureusement, mais vous allez voir les merveilles qu'on promet aux agriculteurs avec les machines, avec les gros tracteurs, avec les GPS, avec tous les salons de traite pour les vaches. Ça, c'est un autre bordel, ça, tu sais. Alors, tous ces gens, puis les gars, un jeune qui commence une ferme, il veut moderniser la ferme, que son père était pas assez moderne, il veut y aller à fond de train. C'est une logique, là, c'est une culture qui est omniprésente parce que c'est le modèle dominant. Tu sais? Hein? Ben, tu sais, quand Pierre Paradis a dit, écoutez, là, Monsanto, c'est bien plus fort que le gouvernement. Tu sais, il a tout dit, là, tout en étant d'une naïveté incroyable, tu sais. C'est en voulant dire, on ne peut plus rien contre ces machines-là actuellement, tu sais. D'un certain sens, il a raison, mais c'est vrai dans l'agriculture, comme c'est vrai ailleurs aussi, là, on est tous pris dans une situation où on n'a à peu près aucune chance de gagner, de préserver l'avenir, tellement le temps qui nous reste est court. Est-ce que, juste pour bien écouter, est-ce que vous pensez que les petits producteurs bio qui veulent faire des choses autrement, il y en a de plus en plus, puis il y a des très bons modèles, est-ce que... Ma question est inutile, finalement. Non, mais est-ce qu'ils vont finir par avoir une influence, une pression? Suffisamment grande pour, surtout, ce que je trouve intéressant, c'est quand vous parlez de l'autosuffisance alimentaire, qui peut être pour le Québec, mais qui peut être aussi régionale. Ben oui. Bon, je connais à Compton, ce qui s'est passé avec leur marché, c'est la plupart des producteurs bio, il y a une multitude de produits. Mais est-ce que... Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire. C'est évident que c'est pour ça, quand je dis on ne gagne rien, tout ça, il reste qu'on a élaboré, quand on voit les travaux de Jean-Martin Fortier, la série Les Fermiers actuellement, il se développe actuellement un savoir-faire absolument incroyable. Il y a une volonté un peu partout. Moi, je dis souvent que les MRC qui font... ils doivent tous faire un schéma d'aménagement, ils doivent tous faire un PDZA, etc. Je dis que toutes les MRC devraient aussi être invités à faire un plan de développement d'autosuffisance alimentaire. Donc, tout un ensemble de moyens, d'outils, d'informations, de soutien financier, etc., pour augmenter le taux d'aliments produits dans leur MRC. Tu sais? Et parce que c'est sûr que si on a à faire face au désastre écologique, on va assister, veut pas, là, à une relocalisation de l'économie, une relocalisation de l'agriculture. Parce que les grands ensembles vont éclater. Donc, qu'est-ce qu'il va rester à faire? C'est de s'organiser chez nous, tu sais, le mieux possible. Et ceux qui vont avoir appris à le faire vont, en tout cas, déjà être en meilleure position. Parce qu'il y a quelqu'un qui passait sa vie en ville actuellement, il ne sait plus rien faire. Tu sais, de ses propres mains. Alors, on ne perd pas notre temps en faisant ça. En plus, qu'on vit des expériences intéressantes. Mais seulement, est-ce qu'on va réussir à inverser la machine? Là, on a très peu de temps pour le faire. Et comme on contrôle de moins en moins les décisions, c'est assez décourageant. Roméo, je voudrais t'entendre. J'ai l'impression, moi, peu importe le débat interne là, entre... Après, ça sera mademoiselle.
Oui. Peu importe le débat interne, j'ai l'impression que les agriculteurs, depuis les années 60, ont perdu beaucoup de pouvoir de force par rapport à leur gouvernement. Est-ce que je me trompe? Globalement, je ne parle pas des raisons internes, mais on dirait que les gouvernements ne regardent plus l'agriculture comme ils l'ont déjà regardé. Les agriculteurs comme étant des facteurs de développement rural de leur milieu. Bah, je vois pas ça tout à fait. Je regarde la politique qui vient de sortir, là. Évidemment, l'UPA, ce qu'elle dit depuis le rapport Pronovo, puis elle l'a répété encore récemment, il n'y a rien, M. Pronovo raconte ça, quand l'UPA est allé devant la commission Pronovo, ils ont dit, en toutes lettres, on ne voit pas qu'il y ait quoi que ce soit de significatif à changer dans le système actuel. Il s'agit juste d'investir davantage dedans. Et c'est exactement ce que fait le gouvernement. Tu sais, il investit davantage, et là, il en annonce beaucoup dans cette politique-là, beaucoup plus qu'il va en faire, mais dans le système actuel, en beurrant ça un peu pour donner l'impression qu'il s'occupe aussi de tout le monde. De sorte que si les agriculteurs ont moins de pouvoir, je dirais que c'est plutôt à cause de l'intégration mondiale, puis des multinationales, puis du libre-échange. Là, à ce moment-là, tout le monde est un peu piégé dans cette machine-là. Et la force de ces compagnies-là, comme Monsanto maintenant, qui est fusionné avec Bayer en plus, c'est-à-dire qu'ils nous empoisonnent puis nous soignent après. Dirons, les agriculteurs, comme les gouvernements locaux, ont perdu beaucoup de pouvoir. Beaucoup de pouvoir. Moi, c'est pour ça que mon combat politique, depuis 4-5 ans, c'est la réforme de la démocratie. Parce que je dis, tant qu'on n'aura pas un peu plus repris le contrôle des décisions, on va regarder à se détériorer la situation, puis on ne pourra rien faire, tu sais. Oui, mademoiselle. Je voulais juste amener, en fait, je suis vraiment privilégiée d'être ici et de pouvoir raconter tout ça. Je n'ai pas lu votre livre, malheureusement, mais c'est la première chose que je vais faire quand je vais retourner chez moi. Dans le fond, moi, je viens de la ville, je viens de Montréal. Puis tout ce que vous me dites, ça me parle beaucoup parce que non, je n'ai pas vécu la réalité de la ferme, mais je l'ai vécu en tant que consommatrice aussi, puis en tant que les choix que moi je fais quand je vais en épicerie ou si je vais chez le petit producteur ou si je vais dans la grosse épicerie commerciale, mais dans ma famille, ça a toujours été très présent, la fibre écologique. Donc, nous, on a toujours été vers le côté petit marché, etc. Puis je vois dans mon entourage de jeunes de mon âge, puis un peu plus vieux, qui a une tendance vraiment à changer dans sa consommation. Puis je vois beaucoup d'intérêt aussi à accorder à une certaine théorie des petits pas. Je dis que là, les délais sont serrés, mais la Terre n'arrêtera pas de tourner dans 10 ans. Donc, de toute façon, moi, je pense qu'il y a toujours espoir par rapport à ça. Donc, en fait, je voulais vous entendre justement si vous avez remarqué ce changement-là. Ben oui. Parce que je pense que c'est quelque chose justement c'est un pas qui est en train de s'emboîter. On ne le voit pas nécessairement beaucoup. C'est pas beaucoup communiqué parce qu'on communique beaucoup l'information qui est un peu peut-être négative. Mais dans le fond, quand on communique l'information plus positive aussi, ben, on voit ces changements-là. Donc, je voulais entendre aussi. C'est clair que tu appelles ça les petits pas, ou enfin toutes les expériences alternatives qui se développent, les efforts collectifs, de toutes sortes de collectifs et tout ça, c'est très positif. On apprend, on améliore les conditions de vie, les modes de vie de plusieurs personnes et tout ça. On améliore la conscience des gens, etc. Donc, ce n'est pas une question de dire c'est telle affaire ou telle affaire. Je pense que les petits pas, moi j'aime mieux parler des développements alternatifs, des alternatives, c'est essentiel. Et ça peut amener très loin, tu sais, dans certains domaines, dans certaines régions. On regarde l'efficacité, l'effet qu'a
Jean-Martin Fortier, actuellement, c'est quand même pas négligeable, là, c'est important, tu sais. Maintenant, je continue à dire, Serge Mongeau, à un moment donné, sur un débat où j'étais avec lui, avait dit « Oui, c'est bien beau les petits pas, mais j'ai peur qu'à force de faire des petits pas, on arrive en retard. » Et c'est un peu, ça dit, l'image dit beaucoup, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, les politiques agricoles ne changent pas. Et les politiques agricoles, c'est elles qui déterminent le 95% de ce qui se passe dans le secteur. C'est tant que l'argent, le soutien aux agriculteurs va être donné selon le volume de production, pratiquement sans aucun plafond, et avec un plancher très haut pour pas que les petits puissent y avoir droit, bien là, tu sais, il va falloir en faire longtemps, là, des jardins communautaires avant de venir à bout de ça, tu sais. Et même chose pour les règles de protection du territoire agricole. Quand tu n'as même pas le droit, si tu as une ferme, tu produis quelque chose, tu n'as même pas le droit d'avoir une table champêtre chez vous où tu vas mettre sur la table ce que tu produis. Ça, c'est considéré comme une activité non agricole. Tu sais. Plein d'affaires comme ça, là. Si on prend les quotas, tu n'as pas le droit d'avoir plus que 99 poules sans avoir de quotas, puis d'élever 99 poulets sans quotas. Alors, tu sais, là, si tu veux faire un commerce dans ta communauté avec ça, là, tu es bloqué en partant. Et ces politiques-là, ils sont là, puis ils continuent à barrer le chemin, tu sais. Fait que je me dis, je sais que les jeunes n'aiment pas ça, la politique, mais le dossier agricole, notamment, c'est un dossier hautement politique. Puis si on ne brise pas ce mur-là des politiques agricoles, des politiques environnementales, des politiques de santé, des politiques municipales, des MRC, on ne gagnera pas grand terrain. On va avoir fait du monde heureux, parce que ces choses-là, on les fait pour soi. Moi, j'ai été 20 ans sur une ferme autosuffisante. Tu sais, j'ai pas révolutionné grand-chose avec ça, tu sais. Mais moi, j'ai eu du fun, j'ai été heureux, tu sais. Puis je me suis reconstruit mentalement, physiquement, etc., tu sais. Je le regrette pas. J'ai pas perdu mon temps. Mais ça n'en prend. Faut être capable de se rendre au bout de la ligne là, pour faire changer les dossiers. Donc, acheter, c'est voter. Comme dit Laure Verdel, c'est encore vrai, même si, à un moment donné, on sait qu'on exporte et que nos champs servent à l'exportation, on est quand même capable de dire notre mot en votant, en achetant du bio. C'est un slogan très dangereux, à mon avis. Très rassurant, puis trop rassurant. Acheter. D'abord, on n'est pas capable actuellement. Tu sais, c'est une illusion de penser qu'on peut s'abstraire complètement du système de consommation dans lequel on est. Tu sais, moi, j'ai souvent dit ça, là, les gens venaient chez nous et ils étaient surpris que je n'étais pas si écologique que ça, je n'étais pas si granola que ça, etc. Ben, moi, je dis, j'en fais pas une religion parce que je sais qu'on n'y échappe pas. Quand même que, tu sais, que je me rendrais malheureux à me priver de... à un moment donné, on ne peut pas se priver de tout, là. Tu sais, puis on ne peut pas s'abstraire du système dans lequel on est imbrigué complètement. Donc, oui, tu sais, c'est comme pour les petits pas, tu sais. Si nous, on consomme mieux, on achète, on boycotte d'une certaine façon les mauvais achats, tu sais, on fait une bonne action, c'est certain, c'est vertueux, et espérons qu'on en profite, mais seulement ça ne fera pas changer la loi sur l'assurance sur l'ASRA. Une variation de prix, je pense par exemple aux produits certifiés, les produits biologiques, pourquoi dans le marché sont toujours plus, le prix est beaucoup plus élevé que
Ben, disons, c'est logique qu'un producteur bio, dans les conditions actuelles, où il n'est pas subventionné, il n'a pas droit à tout le support que les lois, les politiques agricoles accordent aux gros producteurs, que ça soit une production qui, finalement, est plus coûteuse. Mais elle n'est pas coûteuse. C'est pas 50 puis 100% de plus, là. Ça peut varier entre 10 et 30 même des fois, il n'y a pas vraiment de différence. Ce qui arrive actuellement, c'est qu'au Québec, on a une très faible production. On produit 2 de la nourriture est bio, produite et bio. On en exporte 70 et on en importe 70 Parce que comme on n'a pas de volume de production bio, ceux qui produisent, par exemple, beaucoup font des champs complets de haricots. Finalement, ils vendent ces haricots-là aux États-Unis pour être transformés, mis en canne et tout ça, et ça nous revient transformé, bio. Par contre, donc on a un petit volume de production avec 2 Donc, on n'est pas capable non plus de couvrir la demande de façon correcte. L'offre est plus faible que la demande. Alors, ça donne la possibilité aux intermédiaires, le magasin, tous les intermédiaires, de se prendre de très grosses marges de profit. Parce qu'ils savent que là, ils ont une petite clientèle qui achète le lait bio, par exemple. Là. Quand même qu'il serait 1 piastre de plus, le litre, ces gens-là vont l'acheter pareil. Ils sont dévoués au lait bio. Alors, il y a une exagération énorme des prix par les intermédiaires parce que l'offre est plus faible que la demande. Ensuite, si on augmentait, si on favorisait le développement du bio, puis qu'on lui donnait tous les moyens, il s'en produirait plus, il serait disponible partout, et donc là, il deviendrait de moins en moins cher et de moins en moins difficile à trouver. Actuellement, je vous défie, surtout en région, même ici, vous êtes proche de la ville, mais de faire votre marché de la semaine, de vous faire un panier bio complet. Vous allez devoir courir à 100 km à la ronde pendant 2 jours de temps pour aller chercher. Dans les productions bio, actuellement, là, il y a 1400 centres de production bio certifiés. Là-dessus, il y a 450 producteurs de sirop d'érable. Ça ne remplit pas le panier, ça. Il y a 200 producteurs de céréales qui exportent à peu près toute leur production au Japon, de soya bio au Japon, etc. Donc, on ne voit à peu près pas la couleur au Québec. C'est un peu comme ça. Là. Il y a finalement des producteurs certifiés qui produisent de la nourriture quotidienne, là, à part les maraîchers, il n'y en a pratiquement pas. T'sais. La viande, c'est une rareté, puis ça coûte une fortune, la viande bio. Moi, je ne suis pas capable. Je n'ai pas les moyens d'acheter ça. T'sais. C'est aussi simple que ça. Là. Alors, c'est un peu ce qui arrive avec le fait qu'on maintient le bio dans la marginalité. Moi, je vous félicite, M. Bouchard. J'espère que vous allez rester en santé encore plusieurs années. Je commence à trouver ça fatigant un peu. On va vous venir contre l'UPA, bravo. Je voulais savoir, M. Bouchard, il me semble qu'il y avait un couple d'acériculteurs dans la Beauce qui contestaient le monopole musulman de l'UPA, mais je ne sais pas si ça en est rendu où, cette cause. Il y a plusieurs causes. Puis là-dessus. C'est pas une décision qui. Est-ce qu'ils sont rendus devant la Cour suprême avec ça? Yann, peux-tu leur dire? En fait, la personne qui s'est rendue au Cour suprême, c'est Angèle Grenier. Elle a perdu. Qui a perdu. OK, Là, l'étape d'après, ceux qui sont poursuivis actuellement, c'est Daniel Gaudreau et sa femme, qui, eux... dans la Beauce, là? Oui. Ben non, lui, sur l'Estrie. Daniel Dans Gaudreau sur l'Estrie. l'Estrie. Angèle était dans la Beauce. En Estrie, eux, ils sont poursuivis. D'ailleurs, ils ont eu des scellés, ils ont eu la Garda, ils ont tout ça. Et ils sont en poursuite avec l'UPA. Ils ne veulent pas prendre la viande pour l'instant. Donc, je ne sais pas jusqu'où ils vont se rendre au niveau judiciaire. Il y avait Steve Cotte. En fait, moi,
au moins 5-6 histoires assez précisément parce qu'ils nous ont parlé, ils sont venus nous voir, ils sont plus que ça, en fait. Ils sont quelques dizaines. Ils sont poursuivis pour? Ben, en fait, ils sont poursuivis parce que c'est pas tout à fait les mêmes cas. Angèle Loignier était poursuivie parce qu'elle faisait de la vente de très grandes quantités d'érable, de sirop d'érable, à l'extérieur, sans passer par le plan conjoint. Daniel Gaudreau, il ne demande pas la même chose. Daniel Gaudreau, parce que vous savez, ils ont le droit de vendre des petits pots de 5 litres et moins. Et lui, il voulait vendre plus que les petits fabricants autorisés au Québec, mais il ne voulait pas forcément exporter à l'étranger. Donc c'est que les histoires ne sont pas toujours pareilles. Angèle Grenier, c'est vraiment la totale. Elle voulait vraiment être libre au marché. En fait, c'est Maxime Bernier. D'ailleurs, c'est une grande fan. C'est cette cause-là qui n'a pas été. Il y a toutes sortes de variantes là, dans ceux qui poursuivent. Ce que défend Maxime Bernier ou ce que défend Angèle Grenier en Cour suprême, c'est vraiment le libre marché. Ça se base sur le fait que actuellement un producteur au Québec d'érable ne peut pas vendre à l'étranger. S'il ne passe pas par le plan conjoint. Il faut qu'il redistribue. Alors qu'actuellement, les producteurs en Ontario, les producteurs aux États-Unis, ils vendent à plein aux distributeurs ici au Québec. C'est quand même le monde est un peu inversé. Eux, ce qu'ils voient, c'est que c'est ce que le rapport Gagné, parce qu'après le rapport Pronovo, il y a eu un rapport Gagné qui est un ancien sous-ministre aussi, en fait, qui a fait un rapport sur l'érable, qui lui est arrivé à la finalité en disant bah, finalement, on produisait 80% de l'érable du monde. Aujourd'hui, on est plutôt à 70, on tend vers 60. Parce que tranquillement, puisqu'on ne donne pas la liberté de produire plus pour exporter dans l'érable, les Américains vont plus vite, les Ontariens vont plus vite, donc en fait, on se fait rattraper. Et c'est là où souvent il y a un discours, moi je dis souvent qu'il y a un discours très différent entre le lait et l'érable. Parce que moi, je n'ai pas le même avis sur le lait. Moi, je suis un peu d'avis, comme Romain Bouchard, sur le lait, il faut une protection, parce que le lait, ce n'est pas un produit d'exportation. Ceux qui ont essayé se sont plantés, l'Australie s'est plantée, l'Europe s'est plantée. D'abord, c'est un produit frais, donc on ne peut pas vraiment exporter du lait facilement dans le monde au complet. Et le lait, en plus, pour le Québec, il faut savoir qu'au Québec, on produit 45% de la production du lait du Canada. Et on est les producteurs de lait, en fait. Le Canada est producteur de lait, mais c'est surtout le Québec qui est producteur de lait. Donc dès qu'on perd le lait, c'est le Québec qui perd. Alors que dans l'érable, moi j'ai une vision beaucoup plus libre-échangiste, un peu à la Maxime Bernier. Je comprends très bien le discours de Maxime Bernier dans le discours du libre-échange, de liberté de commerce sur l'érable, parce que l'érable, on ne se nourrira pas à 7 millions de personnes de l'érable qu'on produit ici. C'est un produit d'exportation, ni plus ni moins. C'est un produit qui devrait être plus transformé, c'est un produit pour le Japon, c'est un produit pour l'Europe, c'est un produit. Et si on ne fait pas le libre marché dans l'érable, effectivement, il y en a d'autres. Pendant qu'on ne le fait pas, il y en a d'autres. C'est-à-dire que dans l'érable comme dans les autres, il y aurait moyen d'ouvrir la production hors quota beaucoup plus qu'on ne le fait actuellement. C'est que dans les d'autres provinces canadiennes qui ont aussi la gestion de l'offre, le volume de production hors quota qui est autorisé pour des petits producteurs, par exemple, qui veulent vendre alentour, est beaucoup plus gros qu'au Québec. Au Québec, c'est presque rien, comme je vous disais, là, 90 poulets, 99 poulets, nanana. Et dans le sirop d'érable, c'est pratiquement uniquement le sirop en petit contenant vendu à des particuliers. Dès qu'il est commercialisé dans des épiceries, il doit avoir un quota, il y a un prélevé, etc. Donc, c'est ça qui est grave dans l'attitude de l'UPA. C'est qu'ils sont bloqués sur tout. Ils ne veulent pas bouger sur rien. Tu sais, si dans le sirop d'érable, qui est une production de créneaux ou de la vente ciblée, serait évidemment pertinente, puis l'était d'ailleurs avant, on laissait un plus large champ à la vente hors quota, à la production et à la vente hors quota. Mais non, on égorge les gens, on les poursuit, etc. Alors, c'est là qu'on se dit, mais là, ça va-tu finir quelque part, tu sais? Le producteur séricole qui faisait toute la manchette, au début du printemps, il pouvait donner sa production justement à l'organisme, pour les connaissants de Ensuite, il s'est heurté justement à la fédération, disant qu'il fallait qu'il demande la permission. Il la donnait tout simplement, l'organisme à une autre. Oui, c'est ça. Puis j'ai dit, c'est quoi, là? Ah non, c'est hors quota. C'est hors quota, mais j'ai dit, ça n'a pas de sens. Est-ce que l'UPA, finalement, et la
coopératives agricoles, ce ne serait pas possible. Ils seraient en compétition, en concurrence. Bien, il y a les coopératives agricoles, il y en a énormément. C'est la coop fédérée qui chapeaute un peu tout ça, mais c'est un énorme réseau, les coopératives. Mais là, c'est de plus en plus bâtard l'affaire, parce que, dans le fond, les coopératives ont les mêmes membres que l'UPA. Généralement, c'est les mêmes dans les deux. Mais vous avez, par exemple, dans le lait AgroPur, le gars, il va être à la Fédération des producteurs de lait, il est membre de l'UPA. Là, il joue une game. Après, il s'en va à AgroPur. AgroPur qui achète des usines partout actuellement, qui trouve moyen donc de se fournir en protéines laitières à travers ces usines des États-Unis, donc qui triche d'une certaine façon aux frontières. Et c'est le même producteur qui, là, est d'accord avec eux parce qu'il empoche des dividendes, tu sais. Fait que là, on ne sait plus, là, on sait plus à quel sein se vouer là-dedans. Là. Tu sais, c'est devenu... Le système mercantile, commercial, est tellement tout envahi que même les coopératives... Tu sais, on ne veut pas le dire, mais la Coop fédérée, c'est le plus gros intégrateur, tu sais. L'intégration... Le système d'intégration, c'est la mort de l'agriculture de proximité. C'est la mort de l'agriculture familiale, entre guillemets, tu sais. C'est clair. Ça réduit, ça fait des agriculteurs qui élèvent des cochons pour un intégrateur ou qui cultivent pour ça en fait un prolétariat agricole qui est à peu près traité comme les serfs au Moyen Âge avec les seigneurs. C'est même pas un salaire, là. C'est un forfait. Tant du cochon, à condition qu'il ne meure pas en route. Hein. Autrement dit, l'UPA et la mafia, c'est la même chose. Disons qu'il ne faut pas dire ça. En tout cas, moi, j'avais pas le droit de l'écrire là-dedans. Les avocats m'ont bien averti. Bon, ben, je pense qu'on va...